dans ce que je propose, tu en as 3, 4 qui vont sortir de l'eau parce qu'ils vont être aussi obsédés que moi de progresser. Et les autres, Bon, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne de Courtside. Aujourd'hui, un guest un peu spécial, hein. On se connaît depuis presque 20 ans avec Julien Zoa, donc responsable du développement des joueurs ici à Cholet Basket, en Betclic Elite. Une belle route en Coupe d'Europe aussi hein, cette année, en effet. donc pas que la Betclic. Et moi, je veux commencer, au-delà du fait qu'on se connaisse, et moi je connais ton histoire évidemment, mais c'est aussi que tu puisses partager ça. D'où ça devient ton amour pour le basket et comment t'es tombé dedans en fait? Ça remonte à très longtemps déjà là, bon, pour le basket. Hein, je pense que depuis toujours. Même si j'avais commencé à faire du ping-pong. Parce que j'avais un cousin à moi qui était pongiste. Et il aimait ça, quoi, le ping-pong. Et si tu veux, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était la position défensive au ping-pong. Tu vois, je dis ça, les gens me prennent pour un fou, mais je te jure, il y a une vraie position, une vraie Ouais. posture. Et moi, j'ai toujours aimé défendre. Et c'est vrai que la première fois que j'ai fait du basket, j'ai pris la bonne posture parce que j'avais fait du ping-pong. Et donc après, à partir de là, tu sais, ça vient naturellement, on voit tes qualités physiques, etc. Et j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé la balle, ce jeu d'un point de vue technique, tactique et d'un point de vue aussi aisance et beauté. Ouais, j'ai toujours aimé le basket pour ces raisons-là. Et puis après, c'est né d'une passion à partager avec des amis, tu vois, tu commences à jouer un peu sur les playgrounds. Tu partages l'envie de gagner les duels en un contre un au début, après tu veux gagner tous les matchs, et puis tu t'organises toujours, tous les jours pour aller au terrain. Et donc de ça naît la passion, tu ne peux pas t'arrêter, on ne s'est jamais arrêté de jouer. Encore aujourd'hui, les anciens, on s'appelle. On a encore envie de jouer, mais bon, c'est plus le même corps. Mais voilà, ça vient de là la passion, ça vient du partage, de l'échange et de ces rencontres que j'ai pu faire tout au long de. T'en fais partie de ces rencontres-là, tout au long de basket que j'ai pu jouer. Et c'est alors, moi, je sortais un peu du cadre, mais moi, c'est ce que j'aime aussi dans ce sport-là, c'est qu'en fait, fondamentalement, initialement, on n'a rien à voir. Tu viens de Noisy-le-Grand dans 93, C'est clair. moi d'un village en Charente. Pour autant, quand on a joué ensemble en club, Mm, je pense qu'on avait la même volonté de gagner et prêt à tout pour gagner, qui fait que ça nous a rapprochés. Et exactement. alors qu'initialement, on a rien à voir. Et ça, Mm, la beauté du sport aussi. c'est C'est ces ça. rencontres-là, Ah. cette mixité qu'on trouve dans le sport. Bah, plus dans le basket, parce que tu vois, on dit ouais, dans plein de sports, trop la mixité, mais dans le basket, c'est vraiment ce que tu viens de dire, même dans le sport professionnel, même à intermédiaire, tu vas rencontrer des chefs d'entreprise, parce que tu as les Mm. sponsors, les partenaires. C'est des personnes qui n'ont rien à voir avec toi, mais quand tu parles avec eux, en fait, ils voient la personne que tu es, l'humain que tu es, et c'est ça que j'aime bien dans ce sport-là. Comme tu dis, on n'avait rien à voir, mais la connexion a été faite par rapport à la passion, le lien, l'envie de gagner, et puis, ouais, y a pas de limite, quoi, il n'y a pas de frontière à ce moment-là. C'est ça. Et du coup, alors, clairement, on voit tes posts à 6 heures du matin, 6 heures du matin. Là, quand je suis arrivé tout à l'heure, tu m'as dit, donc là, il est à presque midi, tu m'as dit, bah, je suis là depuis 7 heures. Ça devient d'où ton dévouement pour les joueurs que tu avais déjà en tant que coéquipier, pour avoir joué avec toi, comme je l'ai mentionné, mais qu'on revoit aussi dans ta carrière de coach pro? Moi, je pense que de par l'éducation que j'ai eue, eu la chance d'avoir une maman qui m'a tout donné, en tout cas qui a tout fait pour que je puisse réaliser mes rêves. Et surtout, quand je te parle de réaliser mes rêves, c'est que elle m'a toujours dit si tu veux faire ça, bah, tu vas le faire. Et ça, c'est pas tous les parents qui le disent. C'est souvent, on va prendre la tête sur l'école, etc. À l'école, ça va, je me suis sorti correctement, mais ma mère, elle a été un impact dans ma vie. Elle m'a montré que à travers le partage et tout donner, bah, tout était plus facile, tu vois. Et en fait, elle s'est dévouée à ma cause. Pourquoi? C'est que ma mère, hein, elle aurait très bien pu juste faire l'éducation et puis faire les choses bien. Toutes les mamans, parents sont bien, mais elle s'est dévouée à ma cause. Aujourd'hui, j'en suis là grâce à elle. Donc, si tu veux, moi, mon seul souhait, c'est de partager avec les autres et de partager de la même façon. On m'a donné, je vais vous donner pareil. Et tout ce que je peux donner, toute l'énergie que j'ai, ben, je vais le faire parce que je sais que c'est comme ça que tu peux y arriver et pas autrement. Donc, si je veux être un exemple, il faut que je le montre tous les jours et j'essaie de l'être en tout cas au quotidien avec eux. Et d'ailleurs, tu entraînes beaucoup de jeunes, des prospects. Là, tu travailles beaucoup avec Tijen Salin, qui est promis à un avenir en NBA. Croisez les Et, mais doigts. aussi avec des espoirs, Mhm. des plus jeunes. Tu m'as mentionné des histoires où même il y a des U20 qui voulaient venir shooter et tout ça. Comment tu identifies chez un jeune ce potentiel, ce talent pour peut-être aller à l'échelon supérieur, au moins en pro, sans même parler de NBA parce que c'est notre sphère, Mhm. mais au moins jouer en pro, comment tu identifies ça chez un jeune de 17-18 ans? Bah, tu vois, déjà, je pense que beaucoup de joueurs, notamment dans ce niveau-là, ont été sélectionnés déjà par des personnes qui sont en place, donc ils ont été repérés. Donc, si tu veux, ces joueurs ont déjà un talent intrinsèque au niveau du basket, que ce soit offensif, défensif, etc. Moi, mon idée, c'est de me dire comment il va se démarquer. Donc, sa motivation, donc, quand je dis 6h, 7h du matin, j'évalue sa motivation. Parce que moi, il faut que je me lève, hein. Je suis motivé, mais lui, il faut que ça soit aussi motivé que moi. Les attitudes,
Et puis surtout, bah, en fait, cette obsession de vouloir devenir meilleur. Et c'est comme ça que j'arrive à voir quand la personne est différente. Parce qu'en fait, je propose la même chose à quasiment tout le monde. Mais dans ce que je propose, on a 3, 4 qui vont sortir de l'eau parce qu'ils vont être aussi obsédés que moi de progresser. Et les autres, bah, ils vont être là, ils vont faire, mais ils vont progresser. Parce qu'on quand même, on travaille quand même. Mais c'est pas la même chose. Ils n'ont pas la même attirance à vouloir devenir les meilleurs. Donc voilà, le tri se fait naturellement. Mais je pense que c'est comme ça que je détecte, à travers ce tri-là, de motivation, de mental, ça se fait naturellement. Et comment tu arrives à gérer entre ta vie perso, ta vie pro? Parce que souvent, quand on se dit, voilà, moi j'ai envie de devenir coach, c'est cool, je suis dans le monde du sport professionnel, mais en fait, c'est des vrais sacrifices, c'est un agenda de ministre. Comment tu gères ça, toi? Plutôt bien. Non, je sais pas si je le gère bien, parce que je peux pas. Tu sais, on fait souvent, là, j'ai passé mon DF l'année dernière, et on parlait souvent des critères d'évaluation. Et aujourd'hui, j'arrive pas vraiment à évaluer si c'est bien ou pas bien. Tu sais, souvent, les gens parlent de sacrifice. J'avais regardé un reportage sur Tony Parker où il disait que, en fait, lui, il appelle pas ça des sacrifices. Mais c'est pas parce que lui, il appelle pas ça des sacrifices que ça n'en est pas. Moi, je Hmm. pense que c'est des sacrifices pour certaines personnes. Moi, pour moi, je suis un peu à ce niveau-là. Toute humilité du monde. Je suis un peu comme lui dans le sens où c'est pas des sacrifices. Je pense que je fais ça parce que j'aime ça. Donc, je me sacrifie de rien. Par contre, si je le faisais pas, ce serait un sacrifice parce que j'aime ça. Tu comprends? Ouais. Donc voilà. Après, je pense que en termes d'organisation, bah, tu t'apprends sur toi-même parce qu'il faut t'organiser. Il faut que tu manges mieux parce que si tu manges pas mieux, bah, tu prends du poids. J'en suis l'exemple même. Tu m'en connais, je n'étais pas comme ça, hein. Ouais, moi non plus, hein, d'ailleurs. Non, tu vois, en fait, on est tellement dans la passion, dans l'énergie de faire ces choses-là, que peut-être on ne se rend pas compte que nous, individuellement, on ne fait pas ce qu'il faut pour aller mieux, tu vois. Voilà, c'est plus ça aujourd'hui qui est mon sujet de discussion dans ma tête. Est-ce que ça, je le gère bien par rapport à ça? Mais sinon, sur tout le reste, ah, tu vis des moments incroyables. La Coupe d'Europe, c'était juste trop bien, quoi. Oui, tu pars loin, oui, tu es loin de ta famille, oui, c'est dur, mais c'est la vie, quoi. Je veux dire, on n'est pas les premiers à le faire. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Hmm. Tu vois, moi, quand mes parents ils ont quitté le Cameroun pour venir en France, c'est pour nous offrir une bonne éducation, pour qu'on puisse, tu vois, développer les choses. Bah, aujourd'hui, merci à eux. Donc moi, quand je suis en train de faire ce que je suis en train de faire, bon, pour l'instant, j'ai pas d'enfant, mais qui sait un jour, bah, peut-être que je le fais pour ça, tu vois. Donc je ne vois pas en tout cas comme un sacrifice. Maintenant, la question, c'est ce que je gère bien. Pour l'instant, ça va. Je n'ai pas fait de crise, donc ça va bien. Non, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est soumis au stress, Mm, tu es toujours remis en cause. mm, Quand l'équipe tourne pas, c'est pas les joueurs, c'est forcément le coach. mm, Donc, tu as ce stress-là aussi, ouais. hein, que moi je vois aussi à travers toi Mm, quand on échange et tout. Euh, Aussi le stress de se dire, voilà, d'une saison à l'autre, où est-ce que je vais être. L'an dernier, par exemple, mm. après ton passage à Nantes. Enfin, voilà, c'est des choses aussi qu'il faut savoir gérer, Ouais, je suis toi, d'accord avec toi. émotionnellement, hein. Parce que tu vois, aujourd'hui, le métier d'entraîneur, on dit souvent c'est une situation précaire. Précaire non pas par rapport au salaire, mais précaire par rapport au fait que justement, tu peux aujourd'hui être là, demain te faire virer. Tu retrouves en général toujours du boulot quand même, si tu travailles bien. Donc, ouais, c'est dur parce que tu te dis, demain tu sais pas où tu vas être. Mais est-ce que c'est pas ça un peu qu'on recherche, cette excitation-là, tu vois, cette Mm. pression, le fait de pas maîtriser les choses et à la fois tu penses les maîtriser. Quand tu prépares un match, tu vois, tactiquement, tu vas préparer des choses. Et logiquement, vu que tu as bien préparé, tu dis ça a marché. Mais l'adversaire aussi a préparé quelque chose. Et nous, on a dit la même chose, le coach comme moi, aux Mm. joueurs. Enfin, c'est excitant, quoi. Et c'est ce moment ce truc imprévisible, peut-être que c'est ça qui nous excite vraiment et qui nous fait vivre. Et d'ailleurs, tu parles de trucs imprévisibles. Mm. Je me souviens un match, parce qu'il faut savoir que l'an dernier, tu as fini head coach à Nantes en Pro Ah. B, Mm. d'un match contre Chalon. Et je voulais qu'on revienne sur ça, pour que les gens se rendent compte à quel point le basket, c'est un sport de précision, en fait, de Ah, détail, c'est clair. parce que vous étiez plutôt bien parti. Et après, quand tu as regardé la vidéo, on a échangé ensemble, Mm. tu m'as dit, en fait, il y a un truc qui nous a tué en défense, c'est juste que le mec venait pas, un joueur venait pas couper au bon moment la passe, le retour de passe, et Mm. ça vous a flingué, ça les a fait remettre dans le match. Mm. Et c'est hallucinant de se dire qu'un micro-détail, pour le joueur amateur lambda que je suis, Mm. en fait, on se dit, ouais, bah, derrière, je vais compenser, je vais récupérer. Mais en fait, au basket pro, c'est trop tard. Ah, c'est trop tard parce que tu vois, le basket, c'est une histoire de dynamique. En fait, on avait été là au match. On avait une dynamique incroyable. On était à plus 15, le match est beau, la salle s'enflamme, en plus elle était pleine. C'était rare à Nantes, c'était génial. Et ce détail-là, en fait, il est au début du match. Donc au début du match, déjà, il y a beaucoup d'erreurs comme ça qui s'installent. Et donc l'adversaire trouve des solutions au fur et à mesure. Et tu t'en rends pas compte parce que comme ça se passe bien dans le côté du terrain, de ce côté-là, tu fais pas trop attention. Et quand tu remarques bien, on se le dit en plus avec mon assistant, il y a un truc qui va pas. Il coupe pas bien la ligne de passe. On voit une action ou deux, on reprend, on met l'autre joueur, un changement, il le fait. Tu te dis, bon, ça va aller, ça va être corrigé. Et puis, une erreur, deux erreurs. Il fait toute une rotation. Il sort son 5 majeur, il met tout son banc. Donc, on avait scouté un jeune qui est en NCAA, je crois, il va se présenter à la draft. J'ai oublié son nom, je sais pas, je crois que c'est Georges. J'ai oublié le nom, je ne vais pas dire de bêtises. Et ce petit rentre sur le terrain, il n'avait pas joué, hein. Il rentre, il met deux trois points. Parce que les joueurs Ouais. sous-estiment, tu vois. Mais non, les gars, sous-estimez pas. On l'a scout, on a dit shoot à 3 points. Tu le sous-estimes. Il en met deux.
Quand il en met deux, ils reviennent dans le score. Et tu vois, au fur et à mesure, bah, quand tu analyses le match, tu te dis, il y a trop d'erreurs, notamment cette erreur-là. Si on l'avait corrigée dès le début, peut-être qu'on a eu la main mise sur le match de plus 15, plus 20, et on aurait gardé la main mise sur le match. Et à ce moment-là, on n'a pas su le faire. Oui, c'est sûr que ce sport, c'est un. Enfin, il faut avoir le souci du détail. Alors, je l'ai encore plus maintenant avec cette expérience-là. Mais il ne faut pas se tromper, quoi. Quand tu demandes. Tu vois, parfois, on dit les coachs sont fous. Parce que quand tu demandes d'avoir le pied là, le coach veut le pied là. Et il y en a qui gueulent comme des malades. Mais ouais, mais il y a une raison pour laquelle tu fais ça. Tu vois, aujourd'hui, on a le coach de Paris, c'est un exemple. Moi, j'ai un peu des échos de comment ça se passe. Bah ouais, dans tous les détails, il est genre chiant, quoi. Il est dur. Les gens vont dire, mais il est fou. Mais peut-être, il est pas fou. Il sait ce qu'il veut. Et en fait, quand il travaille, il travaille. Mm. Ça, tu vois, les gens, ils ont du mal à comprendre que notre métier, c'est un travail, un travail de précision, de maîtrise de soi et de maîtrise des émotions. Parce que ça, c'est la clé pour être un bon entraîneur, la maîtrise des émotions. Ah, c'est clair. Vraiment, c'est dingue. Ouais, non, mais j'imagine. Bon, après, toi, tu as ce forme de charisme naturel où tu arrives à embarquer les gens aussi de manière, Merci. sans avoir Ouais. travaillé. Non, mais c'est la réalité, c'est la réalité. Je te connais bien, je ne te pas des fleurs. Euh, D'ailleurs, petite question touchy. Entre ton expérience, c'est quoi ton meilleur souvenir? Devenir head coach en Pro B ou avoir gagné la coupe avec Brie-sur-Marne du Val-de-Marne? Parce que tu as coaché aussi un amateur, on a vu ça, des grosses expériences avec des joueurs que je connaissais aussi. Donc, Mm. c'est quoi ton meilleur souvenir entre les deux, tiens? Ah, c'est dur voilà, enfin, les exposer tous les deux, enfin, les comparer tous les deux. Ouais, les deux sont des beaux souvenirs. Tu vois, la Coupe du Val-de-Marne, c'est toute l'histoire. Tout le monde dit trop difficile de la gagner, etc. C'est dur. Toi, tu arrives avec tes idées, tu prends un club qui était en. Parce que moi, je jouais à Noisy-le-Grand. Donc, quand tu parlais de Brest-sur-Marne, c'est quoi? C'est nul. Ils étaient en dernière division. On est monté jusqu'en Prénat. T'imagines un peu, c'est dingue. Et quand tu gagnes la Coupe du Val-de-Marne, c'était en plus, on avait joué l'année d'avant, on est en finale, on perd contre une équipe de N3. On avait fait une saison de malade et on perd. Hmm. Et en fait, moi, je suis là, je dis, vous inquiétez pas, on va partir en finale. Mes joueurs me disent, il est fou, le coach. On a parti en finale, on l'a gagné. Donc, c'est un beau souvenir. Parce que toutes ces étapes-là, les rencontres, les personnes que j'ai choisies, avec lesquelles j'ai travaillé, d'où le travail individuel vient de là. Ouais. Parce que ces joueurs-là, il y a des joueurs qui étaient bruts, et il fallait les développer. Donc, j'ai mis du temps. J'ai pris du temps pour le faire. Donc, c'est là où j'ai appris que le travail individuel pouvait être utile au sein d'un collectif. Et mais passer head coach, c'était mon ambition. J'avais dit à mes joueurs, notamment, de Brest-en-Marne, que je serais coach pro un jour. Donc, quand tu passes coach pro, bah, tu réponds un peu à tes attentes, tu vois. Donc, c'était un super souvenir. En plus, je gagne mon premier match Ouais. à domicile. Contre Orléans, c'est une symbolique parce qu'Orléans, j'avais envie de les battre, etc. Enfin, les deux souvenirs sont forts, quoi. Il y a pas de. Les deux, je suis content, les deux. Je les mets au même niveau. Voilà. Bon, bah, très bien, très bien. On voit que le basket évolue énormément. Mm. Moi, je l'ai vu même en voyant les espoirs. Hein. Tu as des espoirs qui font des medrons qui jouent à 3 points et tout dans tous les sens. On va parler forcément du phénomène 1B. Toi, tu vois comment l'évolution du basket à travers des joueurs qui étaient atypiques, on va dire, à 2 ans, mais qui deviennent la normale maintenant, la normalité. C'est quoi ta vision, en tout cas, sur l'évolution du jeu? Bah, déjà, je dis merci à Karim Boubekri. Et il entend mon message. Parce que Victor peut dire merci à Karim. Mais de toute façon, il le dit tout le temps maintenant. Donc, c'est pas besoin de moi pour le savoir. Victor peut dire merci à Karim. Et moi, je dis merci à Karim parce que le fait d'avoir pris Victor comme il était et de l'avoir aidé à se développer pour être la meilleure version de lui-même, ça, c'est trop fort, quoi, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que lui nous ouvre comme porte, ouvrir les yeux. Hmm. Ne bridez pas les gens, amenez-les à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et il est en train de tout révolutionner. Enfin, sa saison NBA, elle est incroyable. Ah, Je veux dire, dingue. c'était pas fou. Tu sais, moi, je joue à un jeu Fantasy League sur mon téléphone. Moi, je me rappelle, en draft, j'ai pris Wemby direct. J'ai dit, moi, je prends en français. Moi, je joue en français, Wemby. Et puis, il m'a fait des stats incroyables parce qu'il est trop fort. Donc, tu réalises le mec à quel point il est fort. Et en Il est fait, trop fort et c'est que le début. bah ouais, mais c'est ça qui est fou, quoi. Tu t'imagines même pas, tu sais, tu veux pas voir dans le futur. Tu dis juste, regarde, son présent, profite. Et bon, nous, on a un Maël Létang ici, il fait 2,15 m. Wemby, il fait 2 combien, 24, 25, je sais plus. Tu te dis, bah en fait, c'est ça la nouvelle génération. C'est être grand, savoir dribbler, savoir faire des passes, etc. Moi, Maël, quand on fait travail individuel, je ne fais pas jouer dos au panier, hein, jamais, jamais. Je veux qu'il soit fort face au cercle, qu'il arrive à dribbler. Je lui fais faire la marche en canard, 2,15 m. T'imagines comment ça va être galère? Ah, déjà, 1,79 m en surpoids, j'ai galère. Mais il est pas en surpoids, lui. Tu vois, non, mais pour te dire, donc là, au début, son dos, il n'était pas bien mené, mais bien son dos, il le fait bien, il prend du plaisir à le faire. Du plaisir à faire la marche en canard, franchement, c'est vrai fou, mais il le fait. Et donc, il développe la mobilité et des choses que, ben, en fait, on n'aurait jamais fait avant. Et se dire que de prendre un grand taille comme ça et les faire jouer à l'extérieur, Jokic a été aussi un exemple. Victor arrive, tant mieux, et puis il y en a d'autres qui vont arriver, c'est ça qui est génial, en fait.
J'espère, hein, j'espère, il faut. Moi, je dis souvent, c'est fini les petits, maintenant, on va avoir la guerre des titans. Mm. Ah, c'est parti des titans, que des grandes tailles, Giannis Antetokounmpo, que des grands qui jouent à l'extérieur, qui vont se rentrer dedans et tout. C'est quand même génial de voir cette évolution du sport et de te dire qu'en fait, bah, ça n'a pas fini d'évoluer. Bon, sinon, on se rappelle notre époque, nous, c'est Jordan, c'est les Knicks de New York, ça se tapait, tu vois, de la bagarre. Moi, la mienne, c'est Rachid Wallace, c'est Kevin Garnett, tu vois. Ouais. C'est pas leur génération, eux, mais c'est pas grave, en fait. C'est la leur. Et la leur, elle a évolué, elle est dingue, parce en termes de talent offensif, franchement, j'ai rarement vu ça. Ah, c'est incroyable. Tu vois, le side step, step back, nous, à l'époque, on faisait pas ça. On faisait catch and shoot ou on faisait appui alternatif. Eux, ils font appui un pied, side step, step back, triple step back, tout ce que tu veux. C'est génial. Et les gens disent, non, c'est génial. C'est génial de voir une palette offensive qui grandit comme ça grâce à ces talents-là, quoi. Non, mais c'est impressionnant. Après, pour l'avoir vu en live à San Antonio, ou justement au Wemby, moi j'étais impressionné Ah, justement excuse-nous, hein, par sa mobilité. Non, mais par sa mobilité, tu vois, tu le vois à la télé, tu dis ok. Hmm. Mais en vrai, tu te dis, c'est hallucinant quoi. Ah, c'est clair. Je vois, hein. C'est Mais regarde, c'est la fois où flippant il se quoi. tord la cheville, moi, je regardais sur MB TV, il se tord la cheville. Ah, sincèrement, je me dis, wow, c'est chaud, il va se blesser, oh non, et tout. Lui, il est serein, tout va bien. Mais moi, sa sérénité, son calme qui me paraît vraiment genre incroyable à son âge d'être comme ça, avec toutes les sollicitations qu'il doit avoir, c'est fort. Et c'est fort de dire que c'est un Français. Moi, c'est ça qui me. Un Français, en plus, moi, j'ai la chance de l'avoir vu, parce que Karim, j'ai assisté à ses entraînements, on a fait mes entraînements avec lui, donc je sais qui il est, quoi. Mais ça, on s'en fout. L'idée, c'est vraiment de te dire, on a la chance d'avoir un Français qui est là-haut, quoi, en NBA. Putain, c'est beau. Franchement, Non, c'est beau. clairement, clairement. C'est beau, c'est beau. Et pour conclure, on va revenir sur toi. C'est quoi tes objectifs pro dans le basket sur les 5 à 10 ans à venir? Tu vois, j'aime bien résumer ça à un employé qui arrive dans une entreprise et qui, lui, a toujours voulu être un patron. Voilà, c'est son objectif, mais qui ne veut pas faire comme les gens à tirer sur les autres Hmm. pour pouvoir y arriver, glisser, prendre la place de Hmm. l'autre. Non, des personnes qui vont travailler dur pour monter, progresser et un jour devenir le patron. Bon, moi, je pense que je suis passé par ces chemins-là. J'ai commencé par l'amateur, je suis allé dans l'intermédiaire, et après, je suis rentré dans le monde pro. Dans le monde pro, j'ai fait mes gammes, j'ai fait mes preuves. On m'a mis une étiquette. Elle est ce qu'elle est. Moi, je m'en fous parce que je sais maintenant qui je suis. Ça a pris du temps. Et en fait, je veux juste progresser, comprendre, être sûr. Mon expérience de pro était incroyable, de coach pro, parce qu'elle m'a permis de me dire, oui, tu es prêt, oui, c'est ça que tu veux faire. Maintenant, comment tu vas le faire et comment tu vas mieux le faire. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai rencontré Laurent Villa et je le remercie encore pour cette opportunité pour Cholet, parce qu'en fait, avec lui, j'apprends le métier d'entraîneur. Tu vois, le métier de la tactique, déjà. D'un point de vue tactique, il est très fort. Mais je pense que j'avais déjà beaucoup appris avec un autre entraîneur aussi. Donc, tu vois, tout ça, c'est là. Tu sais que c'est là. Mais c'est vraiment au niveau de mieux te connaître, mieux savoir quitter pour pouvoir mieux coacher. Parce que, comme tu dis, je suis quelqu'un qui fédère assez facilement. Et je me rappelle, il y avait un entraîneur qui disait, le jour où tu prendras une équipe, tes joueurs que tu vas choisir, ils seront capables d'aller mourir pour toi. Ils sont capables d'aller dans un mur avec toi. Et c'est vrai que moi, je suis comme ça, moi, quand tu m'as vu coacher. Ouais, bah c'est. Voilà. Et Même en tant que joueur, c'est, hein, l'objectif c'est. tu vois, On y était tous, voilà, on va à la guerre ensemble quoi. exactement. Si à un moment il y avait un problème, c'est toujours moi qui me disais, hey, les gars, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. C'était comme ça que j'étais. J'ai toujours été là. Donc, je sais qu'un jour, quand j'aurai mon équipe, j'aurai la possibilité de construire cette équipe-là, je vais pouvoir le montrer. Mais je suis patient. Tu vois, je ne me presse pas. J'arrête de subir cette pression-là de ouais, mais il faut que tu montres que tu es Mm. ça, il faut que tu montres que tu es ci. J'ai rien à montrer en fait, j'ai rien à prouver. Vous me prenez comme je suis. Si vous voulez mettre une étiquette, mettez-la. Mais sachez qu'il y a plein de qualités, il y a plein de choses à voir. Bon, d'ici 5-10 ans, j'espère pouvoir montrer toutes ces qualités-là au sein d'un club qui aura envie de me prendre pour qui je suis. Ça, j'ai limite aucun doute là-dessus. Pour t'avoir vu évoluer aussi, surmonter tous les obstacles qui étaient directs, indirects, sur enfin, plein de choses au fil de ces 20 ans qu'on se Ouais. connaît. Hein. Oh là là, Mais c'est voilà, clair. voilà. Et donc, moi c'est ça qui. Enfin, tu as cette résilience et enfin, cet esprit guerrier à toujours, à jamais baisser la tête, quoi, tu vois, Mm. jamais s'effondrer ou toujours aller de l'avant. Et ça, je pense que c'est une qualité première et dont beaucoup de gens doivent Merci. s'inspirer parce que forcément, la vie, c'est pas rose tous les jours pour tout le monde. Mm. Même quand tu es coach pro ou quand tu es comme moi dans une entreprise ou quand tu montes ta boîte, enfin Merci, plein de merci choses. pour tout le monde. Et en fait, il faut toujours aller de l'avant, Mm. se battre et croire en ses rêves. Ouais, bah, tu Voilà. vois, j'ai un exemple, c'est Boris Dallo. C'est un des meilleurs exemples de cette année. À Las Vegas, il est parti atteindre un de Ouais, ses rêves. Aller en Euroleague, c'était quelque chose ouais. de fort. Il sortait de Cholet, tu vois. Moi, j'arrivais, on me dit, ouais, non, t'en vas pas. Mais comment tu veux pas t'en aller? Las Vegas, Mm. l'Euroleague. Il y va, ça se passe pas comme en tout cas lui il le souhaiterait. C'est très difficile pour lui. Mais il s'entraîne et il travaille et il travaille et il travaille. L'opportunité se présente, il va à Strasbourg. Et là, il va jouer la Coupe de France à Bercy. Enfin, il est en train encore de réaliser une nouvelle année où il Mm. vit des nouvelles choses et c'est super pour lui.
Et lui parlait souvent de résilience. C'est un exemple même de la résilience. Voilà, il y en a tellement des personnes comme ça. Manu Coudray, parce que lui, on en parle en tant que rappeur tout le temps. Ouais. Mais moi, je vais parler en tant qu'entraîneur. Moi, son expérience en N1 à Orchet était compliquée. Mais en fait, on ne réalise pas l'homme que c'est et comment il a travaillé pour en arriver là. Franchement, il a bossé. Parce qu'il passe ses diplômes. Hein. C'est pas, il n'est pas arrivé, je suis coach parce que je m'appelle Manu K. Mm. En plus, t'imagines, tu viens avec l'étiquette de rappeur. Et franchement, il le fait très bien. Moi, je le connais depuis toujours et j'espère qu'il trouvera un projet qui lui correspond. Voilà. Et Mamadou Camara, qui est mon mentor, hein, tout le monde sait. Ce qu'il a fait à Villemont avec ces jeunes, la cité, comme il dit, c'est incroyable. Voilà, c'est juste incroyable. Bah, limite, enfin, pareil pour le connaître et le suivre aussi sur les réseaux, limite tu te dis l'histoire c'est une série Netflix quoi. Exactement. Non, vraiment, Non mais tu peux faire un vrai truc mais quoi. vraiment, pour de vrai. Nous, on est assez fous pour pas le faire, tu vois. C'est ça qui est parfois qui est dommage. Mais clairement, parce que aller en finale de poule haute l'année dernière, il a perdu contre l'Asvel. Hein. L'Asvel, c'est tu vois, C'est une machine. Hein. centre de formation, machine, nanana, l'école de Tipeee, tout ce qui est mis en place. Essayez de voir tout ce qu'il y a autour de l'Asvel. Et regardez le petit poussé, comme on dit, la cité. Il n'y a rien autour. Il n'y a rien, je ne vais pas mal parler de leur président, bref. Il n'y a rien autour. Il n'y a rien. Et il a réussi à faire ça, c'est fort. Franchement, force à lui et Mathieu, les deux, ils ont fait un gros boulot. Rien à dire. Tu vois, c'est un exemple même des projets qu'on veut faire. On veut servir de personnes, c'est des leaders pour moi. Mm. Des leaders comme ça, venons, on s'entoure tous autour d'une table, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider notre basket français à continuer à grandir? Il y a Wemby déjà. Bah, venez, nous, on fait quelque chose aussi. Voilà, Bah, c'est le mot de la fin. Bah, merci Julien, avec grand coach plaisir. Zo, comme on t'appelle. Et bah écoutez, maximum de likes, suivez-le sur les réseaux aussi, suivez Cholet Basket évidemment Surtout sur les sur baskets. cette fin de saison avec les playoffs qui arrivent. Mm. Et merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Salut.